Bonjour, quelle merveilleuse idée ont eu un jour Laurence Nguyen et Monique Thébault d'organiser cette parenthèse de Jérusalem un dimanche après-midi dans Paris. Un temps en dehors du temps, un lieu en dehors du lieu, un moment pour se réunir et parler de Jérusalem. Jérusalem, c'est le cœur et le poumon du peuple juif. Et c'est aussi en même temps le cœur et le poumon de toute une civilisation à laquelle nous sommes tous attachés. Mais malheureusement, je vais essayer d'être très court, malheureusement, il y a une petite ombre et il faut que chacun de nous le sache. Cette ombre, c'est que une partie des gens qui prétendent nous aimer, une partie des gens qui prétendent aimer Jérusalem, n'ont en tête qu'un seul but, celui de partager la ville. Dans un moment où, partout au monde, les efforts des gens de bonne volonté tendent à supprimer les murs, à supprimer les barrières, on veut installer au milieu de Jérusalem un mur de séparation, et un mur qui, si ce qu'à Dieu ne plaise se réalisait, serait le signe de conflits ultérieurs. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Faire la fête ensemble, comme cet après-midi, c'est vraiment merveilleux. Mais moi, je vous demande un peu plus. Je demande à chacun d'entre vous qui a pris la peine de consacrer une partie de son après-midi, de dimanche, de week-end, pour faire la fête à propos de Jérusalem, de se mobiliser et d'être disponible au sein de France Israël pour participer à un travail considérable qui nous incombe. Et si vous avez un peu de temps, vous vous manifestez à Laurence ou à moi, ou peu importe, nous avons un immense besoin de vous. Nous avons un immense besoin de vous pour organiser de nombreuses manifestations dans le domaine de l'information, dans le domaine de la culture, dans le domaine des relations politiques franco-israéliennes. Nous avons énormément de choses à faire. On a besoin de vous. Je pense que vous avez aussi besoin de nous. Car dans la vie quotidienne, le travail qu'ensemble nous pouvons faire de diffusion de la connaissance, de l'information, notamment sur Jérusalem. Par exemple, et je termine par un fait, vous serez reparti, si vous ne le connaissez pas, vous serez reparti avec une donnée précise, un fait précis que vous pouvez raconter autour de vous. Je possède, c'est un document rare, un guide touristique Bédeker de 1908. 1908, je le possède, chacun de vous peut le consulter s'il me le demande. Dans ce guide touristique se trouvent les statistiques de la population de Jérusalem. Eh bien, en 1908, il y avait 70 000 juifs à Jérusalem et il y avait 15 000 musulmans à Jérusalem. 15 000 musulmans, 70 000 juifs. Ça, c'est un fait qu'il faut se graver dans la tête, répéter chaque fois qu'on le peut, parce que ça n'est pas de la propagande, c'est documenté. Voilà, bonne fête. Merci beaucoup, Charles. D'abord, très heureux d'être parmi vous cet après-midi. Je viens tout juste de rentrer des États-Unis, où j'ai été dans une multitude de villes, que je tenais absolument à être là aujourd'hui, parce que c'est une après-midi spéciale et particulièrement chère à mon cœur. Et tout ce que je peux faire
pour France-Israël, je le fais. William le sait, Charles le sait aussi. Charles tout à l'heure évoquait la nécessité de faire un travail d'information. C'est effectivement quelque chose qui manque profondément. Il importe de faire un travail d'information, et je le dis à la cantonade, si quelqu'un veut que je vienne pour une conférence, je suis disponible, quel que soit le moment, quel que soit le lieu, parce que je pense qu'il est extrêmement important que l'information passe. L'information ne passe pas par les grands médias, elle doit passer par d'autres moyens. C'est un impératif absolu, car il règne en France une désinformation extrêmement grave concernant Israël et concernant ce qu'est Israël. Je disais en écrivant un article juste à mon retour des États-Unis, si les États-Unis ressemblaient à ce qu'on en dit dans les grands médias, ce serait un pays où j'aurais absolument pas envie d'aller, et c'est un pays de toute façon où je ne pourrais pas aller parce qu'il n'existe que dans les fantasmes délétères de ceux qui en parlent très souvent. Ce discours, je pourrais le tenir concernant Israël. Israël, tel qu'il est décrit dans les grands médias, c'est un pays où je ne suis jamais allé et où je n'irai jamais non plus pour les mêmes raisons. Donc il importe de parler de l'Israël réel. Et sur ce plan, l'Israël réel, et je peux vous donner des nouvelles positives et fécondes sur ce plan, c'est un pays qu'on connaît quand on est aux États-Unis. Je suis allé dans les plus grandes villes des États-Unis lors de ce séjour, et partout on sait ce qu'est Israël. Partout le soutien à Israël est clair, net et précis, bien au-delà de ce que peut faire l'administration de Barack Obama. Et puisque ce qui est au cœur de la journée, c'est Jérusalem, je dirais que Jérusalem est l'une des villes où je tiens absolument à aller à chaque fois que je vais en Israël, parce que je sais précisément que c'est non seulement la capitale d'Israël, la capitale unifiée à jamais d'Israël, mais aussi parce que je sais que c'est le cœur battant du judaïsme, et je sais parfaitement tout ce que nous devons au judaïsme, et je le dis d'autant plus volontiers que, comme vous le savez, je ne suis pas juif. Lorsque je suis en Israël, même quand il y a la tempête, et la dernière fois que j'étais en Israël, c'était au mois de décembre, il venait d'y avoir une tempête et de la neige, j'ai tenu à aller jusqu'à Jérusalem, même si c'était difficile, parce qu'un voyage en Israël sans Jérusalem, pour moi, ça n'est pas concevable. Et quand je suis à Jérusalem, je vois encore plus que ceux qui en parlent de l'extérieur parlent d'une ville ou d'une région qu'ils ne connaissent pas. Quand je suis à Jérusalem, comme je le dis à chaque fois, je ne vois pas la différence entre guillemets, Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest. J'utilise une voiture, je circule et je ne vois nulle ligne de démarcation parce qu'il n'y a pas de ligne de démarcation et il n'y en aura pas. Ça me paraît tout à fait clair. J'ajouterai, par rapport à tous les discours que l'on peut tenir en ce moment concernant Israël, concernant le processus de paix, que je pense plus que jamais qu'il n'y aura pas d'État palestinien et que donc les négociations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui sont des négociations qui vont glisser vers une obsolescence accélérée, pour des raisons dont on ne parle jamais dans le contexte français. L'une de ces raisons, c'est très simplement que Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne ne veulent pas d'un État. Et ça, personne ne semble le rappeler, mais ils ne veulent pas d'un État. C'est tout à fait clair dans tout leur discours. Ils veulent à la rigueur d'un État à la place d'Israël, mais pas d'un État à côté d'Israël. Aucun discours tenu dans les médias palestiniens, entre guillemets, ne va dans le sens de l'acceptation de l'idée de la création d'un État à côté d'Israël. Ceux qui disent le contraire ne doivent pas du tout comprendre l'arabe et ne comprennent même pas bien l'anglais, parce que souvent c'est dit en anglais même. Bon, donc ça c'est un point très précis. D'autre part, il importe de bien voir que la région, le Proche-Orient, est en phase de recomposition et de décomposition. Recomposition parce que les frontières sont en train d'exploser à une multitude de niveaux, et décomposition parce que ce qui est en train de s'opérer, c'est un effondrement du monde arabe. Et cet effondrement, c'est aussi quelque chose dont on ne parle jamais.
On a parlé du printemps arabe, mais il n'y a jamais eu de printemps arabe. Il y a eu des émeutes de la faim. Il y a eu des émeutes provoquées par le fait que les gens n'avaient plus de quoi acheter à manger. À la suite de ces émeutes de la faim, il y a eu l'arrivée au pouvoir des islamistes dans plusieurs pays, et les conditions économiques sont encore pires que ce qu'elles étaient à l'époque. La situation de la Tunisie est catastrophique. La situation de l'Égypte est encore plus catastrophique. Si vous regardez ce qui se passe en Syrie, c'est un pays qui est en train d'exploser en une multitude de morceaux et qui ne se recollera jamais complètement. Donc nous sommes dans un contexte de décomposition du monde arabe actuellement. Et si je regarde l'Iran, l'Iran a été sauvé par l'administration Barack Obama et par les accords qui ont été signés à Genève, mais c'est un sauvetage très provisoire et très transitoire. C'est un pays qui est lui-même dans une situation catastrophique. Vous devez prendre aussi en compte une autre dimension pour le monde arabe et pour le monde musulman de la région, c'est la natalité, une dimension dont on ne parle à peu près jamais. Tous ces pays ont des situations de natalité catastrophiques. Ils sont bien en deçà du seuil de renouvellement de la population. Le seul pays dans la région qui a une natalité très positive, c'est Israël. Donc, à chaque fois que je suis amené à en parler, je parle de l'avenir brillant d'Israël. Et il importe de le dire à tous ceux à qui vous pouvez en parler. Israël est là, et Israël est un pays fort. Israël est un pays puissant. Israël est un pays dynamique. Israël est un pays où la population a une confiance en l'avenir bien plus forte que celle qui existe dans les pays européens actuellement. En France, actuellement, règne une sinistrose généralisée. Cette sinistrose généralisée n'existe pas en Israël. En Israël, vous avez un optimisme vis-à-vis de l'avenir, et cet optimisme est pleinement justifié. Pourquoi est-ce qu'il est pleinement justifié? Parce que, et c'est un point qu'il importe de regarder en face, nous avons traversé depuis 2008 une crise dans l'ensemble du monde occidental, avec des phases de récession, des phases de stagnation, une montée du chômage. Le pays du monde occidental qui n'a pas connu de crise, un léger fléchissement de la croissance, c'est tout, c'est Israël. Pour quelle raison? Parce que l'économie d'Israël, elle correspond à ce qui a été défini dans un livre il y a quelques années qui s'appelle The Startup Nation, la nation start-up. En Israël, l'économie repose sur quelque chose qu'on a encore du mal à comprendre dans le contexte européen, et en France en particulier, et c'est dommage, c'est l'économie post-industrielle, c'est l'économie de la connaissance. Israël est par tête d'habitants le deuxième pays du monde en termes d'économie de la connaissance et le premier pays du monde en termes de capital intellectuel par habitant. C'est un point qu'il importe de voir. Israël est un joyau pour l'avenir et quelque chose de précieux pour l'avenir de l'ensemble de l'humanité. Et ce point, si les hommes politiques dans le contexte européen n'en ont pas tous conscience, Claude Guasguen fait partie des exceptions, et je serai très heureux de l'accueillir tout à l'heure. Donc, mais beaucoup d'hommes politiques n'en ont pas conscience. Mais par contre, les entrepreneurs, eux, ils en ont conscience. Et il importe de bien voir, et c'est l'un des thèmes d'un article que j'ai donné à la MENA aujourd'hui, le boycott d'Israël n'aura pas lieu. Pourquoi est-ce qu'il n'aura pas lieu? Parce qu'Israël a besoin des contrats européens. Mais les Européens, ils ont besoin, un besoin vital, des technologies israéliennes. Supprimer toutes les technologies israéliennes à toutes les entreprises européennes, et vous verrez dans quel état seront ces entreprises européennes. N'oubliez pas, comme je le dis régulièrement, que lorsque c'est écrit Intel Inside sur un ordinateur, c'est en fait Israel Inside qui devrait être écrit. Donc enlevez tous les ordinateurs sur lesquels c'est écrit Intel Inside, et vous verrez, on est le parc informatique dans un pays comme la France. Et ce n'est qu'un exemple parmi une multitude d'autres que je pourrais donner. Si on parle de boycott, c'est Israël qui pourrait dire « Vous voulez nous boycotter, mais nous pouvons vous boycotter dans l'autre sens. Vous voulez plus de nos technologies médicales, vous voulez plus de nos technologies d'intelligence artificielle, vous voulez plus de nos drones, vous voulez plus de notre informatique. Très bien, on ne vous les donne plus. Attendez de voir les réactions, vous verrez. Il n'y a pas d'alternative à ce qu'Israël donne au reste du monde sur tous ses plans. Israël est beaucoup plus fort qu'on ne le dit aussi sur ce plan. Et je dirais que si
l'Europe décidait de se détacher d'Israël, c'est l'Europe qui y perdrait le plus. Israël perdrait l'Europe, mais il restera Israël le reste du monde. Et le reste du monde, ça n'est pas rien. Le reste du monde, ça n'est pas rien, parce que où s'opère le développement économique actuellement? Il ne s'opère pas en Europe. Je vis en Europe, mais je dois regarder les choses en face. Lorsque je reviens des États-Unis et que j'arrive en France, j'ai l'impression d'arriver dans un pays qui est en train de s'effriter doucement. Je le dis avec tristesse parce que c'est mon pays et c'est le pays dans lequel je suis né. Lorsque j'arrive en Israël, je n'ai pas cette sensation. Lorsque je suis aux États-Unis, je n'ai pas cette sensation. Si je vais en Chine, je n'aurai pas cette sensation. Le dynamisme économique actuellement, il est en train de se passer ailleurs qu'en Europe. Donc je dirais que la question que l'Europe devra se poser, c'est est-ce que nous voulons toujours être partie prenante de ce développement économique qui se dissémine sur toute la planète, ou est-ce que nous voulons nous en couper? La question pour Israël ne se pose pas, parce qu'Israël fait partie de ce développement économique planétaire. Les liens entre Israël et la Chine sont en train de se développer. Les liens entre Israël et une multitude de pays d'Asie sont en train de se développer. Les liens entre Israël et les grandes entreprises américaines n'ont jamais été aussi forts. Israël est en train de disséminer des technologies qui permettent à l'agriculture de se développer en Afrique. Israël a des liens avec l'Amérique du Sud. Donc, comme je l'ai dit, il reste le monde entier pour Israël. Et je dirais que ce qui me paraît préoccupant lorsque je regarde la façon dont on parle d'Israël dans le contexte français, ça n'est pas les conséquences que cela peut avoir pour Israël, c'est les conséquences que cela peut avoir pour l'Europe. Parce que fondamentalement, et ça c'est quelque chose que j'ai tiré d'un livre d'un économiste pour qui j'ai beaucoup de respect, un économiste américain qui s'appelle George Gilder, il y a une forme de test par Israël sur la surface de la planète. Ce test par Israël fait que tous les gens qui ont un amour de la réussite, un amour de l'accomplissement, un amour de ce que l'esprit humain peut créer de fécond pour le futur, tous les gens qui sont dans cette direction sont des gens qui ont en eux un amour et un respect profond pour Israël et qui comprennent parfaitement qu'Israël est l'une des lumières du monde dans le contexte actuel, sinon la lumière du monde. Et tous les gens qui détestent Israël sont des gens qui sont imprégnés d'envie, de haine, de ressentiment. Ça n'est pas un hasard si le jour où vous avez eu un jour de colère à Paris, ces gens qui trépignaient dans leur ressentiment, parce que, et sans perspective, ont pu dire Juifs, la France ne vous appartient pas. Imaginez une France où il n'y aurait plus de Juifs, je dirais qu'il y aurait des gros problèmes dans des secteurs comme la médecine, comme le droit, comme la création. Je dirais que la France serait dans un état assez terrible. Elle est déjà dans un état pas terrible actuellement, mais ça s'aggraverait considérablement. Donc tous ces gens sont mus par leur ressentiment, ils sont mus par l'envie. Quand on leur montre quelqu'un qui s'élève plus haut qu'eux et qui va plus loin qu'eux, ils ne se disent pas « je vais lever la tête » et aller dans cette direction. Ils se disent « ah, si je pouvais les rabaisser ». C'est ça leur état d'esprit. Et cet état d'esprit est un état d'esprit qui détruit les sociétés. Et je dirais que vous pouvez remarquer que tous les pays où il y a une détestation d'Israël sont des pays qui sont mus par le ressentiment, des pays qui sont mus par l'envie, des pays qui sont mus par un esprit de destruction. Et sur ce plan, ce qui me paraît préoccupant, donc comme je le disais il y a un instant, ça n'est pas qu'on déteste Israël en France, c'est un fait, mais ce fait n'atteint pas Israël, fondamentalement. Par contre, il atteint la France. Par contre, cela signifie que la France est dans une mauvaise situation. Et plus on détestera Israël dans le contexte français, plus cela signifiera que la France est sur un mauvais chemin et en train de glisser vers l'ornière. Nous sommes là pour expliquer cela. Je suis là pour vous le dire, je suis là pour rendre cela beaucoup plus explicite que cela ne l'est encore à présent,
Et comme je l'ai dit en commençant, je suis à votre disposition pour l'expliciter. Et je dirais qu'au-delà de ma propre personne, il y a des choses qui se font en Israël et qui importe d'avoir un relais. Il y a une chaîne de télévision qui a été discutée ici ou là, mais que personnellement j'aime beaucoup et dont je connais les fondateurs, qui s'appelle I24 News. I24 News est une chaîne dont il importe de comprendre la démarche. J'en ai parlé avec ses créateurs, j'en ai parlé avec ses financiers. I24 News est une chaîne qui vise à réintégrer l'image d'Israël dans le mainstream, dans les courants dominants. Donc ceux qui attendraient une chaîne qui tienne toujours un discours conservateur ou façon Netanyahou, c'est pas cette chaîne-là. Mais ceux qui comprennent qu'Israël a besoin d'une chaîne comme ça pour qu'on sache ce qu'est véritablement Israël, qu'Israël est une démocratie, qu'Israël est un pays dynamique, qu'Israël est un pays qui ne colonise pas, qu'Israël est un pays ouvert, qu'Israël est un pays où existe une population arabe, une population musulmane, qui est la population arabe et musulmane la plus libre de tout le Proche-Orient. Tout cela, une chaîne comme I24 News le dit, et je dirais que I24 News a d'autres qualités. C'est une chaîne sur laquelle William Goldnadel, qui est un de mes plus proches amis, ou moi-même, pouvons être interviewés 16 minutes sans être interrompus, ce qui est inimaginable sur une chaîne de télévision française. Et je dirais qu'on voit où en est la France par le fait que si je suis outre-Atlantique, si je suis en Israël, je peux parler à la télévision, William aussi. En France, c'est quasiment impossible. Dans quel pays sommes-nous aujourd'hui? Je dirais que c'est aussi cela qui est préoccupant pour le devenir de la France. Et je dirais que si je regarde la France, j'aurai un regard beaucoup moins optimiste que celui que je peux avoir en regardant Israël, parce que c'est un pays dans lequel l'information ne circule, pour ainsi dire, plus. C'est un pays dans lequel les repères sont en train de s'absenter, et c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant que nous devons regarder en face, et face à quoi nous devons faire tout notre possible pour trouver des remèdes, pour trouver les moyens d'un sursaut. Si on ne les trouve pas, tant pis, je dirais que nous nous retrouverons dans une situation qui a été décrite dans un vieux proverbe d'Europe centrale, que j'ai retrouvé en écrivant un livre. Un pays qui perd ses juifs est un pays qui perd son âme. Donc il importe de bien voir que si la France perd ses juifs, elle perdra son âme, et c'est quelque chose qui se profile sur l'horizon, et face à quoi le reste de la population française et les dirigeants français feraient bien de prêter davantage attention s'ils ne veulent pas que les choses tournent vraiment beaucoup plus mal que ce n'est le cas actuellement. Donc, pour la France, je ne suis pas très optimiste, j'aimerais l'être, mais pour Israël, pour la planète, je suis beaucoup plus optimiste. Et cet optimisme me paraît fondé parce que je dispose de toutes les données concernant Israël, et je dispose aussi des données planétaires, et ces données planétaires vont dans le sens de ce que je viens de dire. Mon cher Guy et Koutoum, avec toute mon amitié, merci. Un petit cadeau de la part de l'inspection de la Oui, merci.
D'abord, merci à vous tous, et puis je prends la parole qui chante bien, qui est belle, qui a toutes les qualités. Oh, ça va! Toutes les qualités. Oh, ça va! Ben oui, il faut dire les choses. C'est vrai. Mon cher Charles, et vous tous, vous savez, je me souviens de l'année dernière, c'était un moment très agréable. Et je voudrais vous dire que ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'être court. Pour un homme politique, c'est méritoire. Surtout en campagne électorale. Vous dire d'abord que je suis, comme vous, consterné par le climat qui règne dans ce pays depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années. Ce qui s'est passé il y a 15 jours, dans une manifestation, pour la première fois en France, on a entendu ouvertement dans une manifestation des cris antisémites que l'on ne croyait plus jamais voir ou entendre. C'est quelque chose qui a bouleversé, qui m'a bouleversé, mais qui vous a bouleversé aussi. Ça venait après l'épisode épouvantable de Dieudonné, ce malfrat antisémite, qui a été justement condamné. Et pourtant, je ne suis pas un ami politique de Valls, mais je l'ai soutenu, car il était temps enfin que cet individu soit sanctionné. Et comme il m'arrive de faire du droit, je trouve que le Conseil d'État a bien jugé, contrairement à ce que j'ai lu un peu partout. Parce qu'on nous dit c'est attentatoire à la liberté d'expression. Le Conseil d'État, dans un arrêt Benjamin, Charles Meyer va me pardonner, je fais du droit, moi aussi. Dans un arrêt Benjamin, le Conseil d'État, en 1933, avait décidé que la liberté d'expression permettait tout. Non, ce n'est pas vrai.
D'abord, le Conseil d'État n'a jamais dit ça, puisque dès 1936, le Conseil d'État, dans un arrêt qui a été oublié, Charles, tu l'as peut-être oublié, l'arrêt Bucard, avait dit que les manifestations antisémites étaient contraires à la dignité de l'homme et avait annulé un spectacle 1936. Et la jurisprudence du Conseil d'État est beaucoup plus intelligente. Elle est beaucoup plus attentive à la dignité de l'homme et de la personne que je n'ai vu dans la presse, qui évidemment schématise toujours et qui connaît peu. En tout cas, je voudrais vous dire que ces événements-là sont des événements inquiétants sur l'état de notre pays. Je trouve que Madame Taubira, garde des Sceaux, devrait depuis longtemps avoir envoyé une circulaire pénale aux procureurs généraux, mais elle prétend ne plus vouloir faire de circulaire pénale. Quelle idée singulière que le garde des Sceaux se défausse dans des affaires qui sont des affaires quotidiennes. Car l'antisémitisme, c'est pas seulement Dieudonné. L'antisémitisme, ce sont les vexations, les humiliations, les agressions, les insultes, les attaques. Et là, les procureurs généraux et les juges ne sont pas à la hauteur de la situation. Ils classent, parce que c'est difficile, ça les ennuie, ils ont d'autres travaux, c'est difficile de faire venir les témoins ne veulent pas parler. Mais ça, c'est inadmissible, parce que ça, c'est ce qu'il y a de pire. C'est pire encore que Dieudonné qui ne peut vivre que sur cette espèce de consentement implicite qui fait qu'au fond, le délit antisémite est considéré comme un délit mineur. Il n'est pas un délit mineur. Et il n'est pas un délit mineur et il est grave. Car on a vu des gens qui sont des intellectuels antiracistes, qui tout d'un coup découvraient en Dieudonné un partisan de la liberté d'expression, parce que, hélas, l'antisémitisme aujourd'hui a une nouvelle manière d'être, qui est l'antisionisme. Et que sous l'antisionisme se cache l'antisémitisme, et que sous l'antisémitisme se cache l'antisionisme. Et que les deux ont fait cette situation incroyable, et qui est très dangereuse, que désormais, la France, qui est partagée entre une communauté juive importante dont vous êtes, et une communauté musulmane encore plus importante et qui continue à s'accroître, est particulièrement sensible à ce qu'on dit d'eux du conflit entre Israël et le monde palestinien et arabe. Le Quai d'Orsay porte des responsabilités énormes. Les journalistes portent des responsabilités énormes, y compris des journalistes qui, pourtant, juifs d'origine, ne défendent pas suffisamment Israël et qui, par conséquent, contribuent par leur faiblesse à laisser entendre aux Français qu'Israël serait quelque chose qui n'est pas démocratique, alors que c'est le seul État démocratique du Moyen-Orient. Tout cela, depuis des années fermente, est devenu maintenant insupportable parce qu'il y a la crise. Et que cette crise rend les gens agressifs. Je vous assure, moi j'ai passé ma matinée sur les marchés un peu partout à Paris. Comme les gens sont agressifs et inquiets. Comme les gens sont vindicatifs. Comme les gens ont besoin véritablement de se retrouver. Comme on les a tourmentés dans des histoires économiques et sociales et sociétales. Où on se met à réformer le droit de la famille comme ça. Parce que la théorie du genre qui s'est fait son apparition dans les lycées, personne n'est au courant, dans les écoles. Tout ça perturbe considérablement un pays qui est dans une crise économique infernale avec un président de la République qui est à 19% d'opinion favorable. Comment voulez-vous gouverner un pays dans ces conditions? Tout ça, il faut faire très attention. Parce que vous avez là le germe malsain et nauséabond, où tout ce qu'il y a de plus putride dans l'individu, comme disait Bertolt Brecht, la bête immonde. La bête immonde, eh bien, elle revient. Et c'est maintenant qu'il faut réagir. Et qu'il faut réagir avec force. Oh, si vous saviez le nombre de tweets que je reçois, d'insultes et de menaces, comme ceux qui sont, comme moi, des défenseurs d'Israël, et qui défendent qu'on ne revienne pas à l'esprit des années 30. Il n'y a même plus rien à dire, tellement Twitter, Facebook est inondé d'individus qui vous menacent. C'est grave, c'est grave. C'est grave, mais moi je ne suis décidé à me battre complètement. Et vous, je vous demande une chose, ne cédons rien. Entendez? Rien.
l'autre, on dit on ne lâche rien, on ne cède rien. La République, c'est nous. La République, c'est une certaine manière de considérer l'homme et l'individu. Et la République ne supporte pas ce qui se passe en ce moment. Il faut réagir, il faut se battre, car nous avons des intellectuels fourvoyés. Vous vous rendez compte que Finkielkraut est poursuivi parce qu'il a parlé de Français de souche. Oui, exactement. Français de souche devient désormais motif de poursuite devant les tribunaux. Pour un philosophe aussi grand par son esprit et par son courage que Finkielkraut. Alors comprenez, quand on est dans cet état-là, on peut s'attendre à tout. Et c'est pour ça qu'il faut se réunir, lutter, par tous les moyens, sans exception. Il faut défendre plus que jamais Israël, croyez-moi, plus que jamais. Car le Moyen-Orient est à feu et à sang. Eh bien, je crains le pire au Moyen-Orient, où on a des jeunes gens d'origine français de souche, qui partent combattre en Syrie avec des djihadistes, des individus sanguinaires, qui partent de nos banlieues, qui arrivent de Normandie, de Bretagne ou d'Aquitaine. J'en ai rencontré, j'étais récemment dans des pays arabes, j'ai vu arriver une vingtaine d'individus barbus, je me suis dit, tiens, j'en ai dans l'avion. Mais non, ils arrivaient de Normandie, ils étaient blonds aux yeux bleus, ils étaient djihadistes. Ils venaient suivre des cours pour enseigner. Ça veut dire que le mal est profond, vous savez, parce qu'on donne une espèce de côté aventurier à quelque chose qui est profondément raciste, meurtrier, antisémite, nihiliste, le contraire de ce que nous sommes. Mais rassurez-vous, juste un mot sur l'avenue Foch. Parce que certains connaissent l'avenue Foch quand même, qui est derrière. Alors figurez-vous que dans le même esprit dominant de la France, à savoir je dis n'importe quoi, et puis j'oublie et je change d'avis, l'avenue Foch est destinée, je croyais que c'était un gag moi à l'origine. Un quartier piétonnier. Hein? Un quartier piétonnier. C'est pas seulement un quartier piétonnier, mais c'est un endroit où on construit des immeubles. Un parc social, hein, attention, pas n'importe quoi. Un parc social. 400 000 mètres carrés d'immeubles entre la porte Dauphine et la porte d'Auteuil. Et au début, dans le premier projet, pour l'avenue Foch, il y en avait la moitié seulement. La moitié. Là, quand même, ils se sont dit, c'est un peu gros. Vous réalisez ce que c'est? Où on en est? Où on en est? Nous, dans le 16e arrondissement, nous sommes les pestiférés dont on est pestiférés. On est censé réussir et être riche. Croyez-moi, d'ailleurs, avec François Hollande, ça n'a pas duré. Mais, vous voyez, non, mais c'est insensé. Ce pays est en train de partir complètement à la dérive. Il paraît que François Hollande va aux États-Unis. Mon Dieu, s'il pouvait regarder comment vivent les États-Unis, c'est exactement le contraire de ce que nous sommes. Il a apporté, figurez-vous, je plaisante, après j'arrête parce que sinon j'en ai pour la journée. Il a apporté dans sa besace un truc qu'il considère comme révolutionnaire. Il va à la Silicon Valley, c'est-à-dire le temple de l'initiative, de la liberté, etc. Il va créer, figurez-vous, un établissement public français. Éclat de rire de toute la Californie. Les start-up, Google et autres ont dit, mais on n'a pas besoin d'argent, nous. Nous, on a besoin de liberté. On a besoin de création. On a besoin d'initiative. Votre argent, on s'en fout. On n'est pas là pour faire de l'établissement public. On est là pour essayer de réfléchir, d'innover, de progresser, de réussir ou de ne pas réussir et de recommencer. Vous voyez la différence de mentalité sur cette anecdote qu'il peut y avoir entre un pays qui est en train de souffrir terriblement, jusqu'à quand je ne sais pas, par rapport à des pays en difficulté et qui retrouvent le goût de l'initiative. Et pourtant les Américains ne sont pas blanc-bleu. On peut les critiquer pour l'Iran par exemple. Mais très franchement, nous ne sommes pas bien. Mais en tout cas, je peux vous dire que je suis très bien quand je suis avec vous. D'abord, je voudrais saluer Claude Goasguen, qui n'est pas qu'un ami. Il est partisan et acteur de nos actions. Et je vais revenir un an en arrière, Claude,
puisque vous m'avez écouté, vous demandez votre appui concernant 2 points précis, et vous avez été acteur sur ces 2 points. Le premier point, je vous ai demandé d'intervenir auprès du ministre des Affaires étrangères pour faire reconnaître le Hezbollah comme une organisation terroriste par la communauté européenne. Je tiens à vous dire, chers amis qui êtes ici présents, que Claude Goasguen, au-delà des mots, a fait ce qu'il a dit et que la question a été posée au ministre des Affaires étrangères et que le Hezbollah est maintenant considéré comme une organisation terroriste par la communauté européenne. Le deuxième point sur lequel j'ai interrogé notre ami Claude, c'était concernant l'organisation de la Coupe du Monde Junior en Israël, organisation présidée par Michel Platini, qui était soumis à des menaces de toutes parts, et j'ai réussi à sensibiliser facilement Claude Goasguen, qui devant vous m'a dit une chose très simple. Il m'a dit: Emmanuel, tu m'écris la lettre et je la ferai signer par les députés de gauche, de droite, et nous l'enverrons au président Platini. Chers amis, ça a été fait. La Coupe du Monde Junior, UEFA, football, a été organisée en Israël. Merci Claude, parce que vous n'êtes pas qu'un homme de parole, vous êtes un homme qui s'inscrit dans l'action, vous êtes un homme qui prend des risques. Moi, j'ai une image qui est gravée dans mon esprit où Claude Goasguen nous a aidés à lutter contre la désinformation professée, diffusée par Canal+, et je me souviens du bras vengeur tendu vers Canal+. Vous mentez, vous intoxiquez les gens. Voici mes 2 questions, s'il vous plaît. Je voudrais savoir, d'abord, une petite question politique pour se détendre. Est-ce que vous ne croyez pas, compte tenu de ce que vous nous avez évoqué, et concernant plus précisément l'habitat social que certains construisent à Paris, que si vous n'êtes pas élu à Paris, notre candidate NKM la prochaine fois, ce ne sera plus possible? Autrement dit, est-ce qu'au travers de l'habitat social, la gauche, pour nommer les choses et les gens, ne sont pas en train de changer l'électorat définitivement, non seulement de Paris, mais en réalité des grandes villes de France, de sorte qu'ils vont faire main basse sur le pouvoir, ad vitam aeternam, parce qu'ils auront mis sous perfusion des aides une population? C'est ma question, nous sommes attentifs à votre réponse. Je voudrais, parce que cette histoire de Canal+ se poursuit, le mensonge, la propagande à la télévision ne s'arrête pas, et que souvent, ceux sur lesquels on ment, ceux sur lesquels on répand de mauvaises idées, sont toujours les mêmes. Je voudrais savoir, Monsieur Goasguen, s'il ne serait pas intéressant, opportun maintenant, de penser à un projet de loi qui viserait justement à régler ce que l'on appelle la fiction historique. Faire en sorte que fiction historique ne soit pas un terme offert à tout le monde. Et que si on raisonne fiction historique et donc histoire, qu'il y ait un minimum de cahier des charges, c'est-à-dire par exemple un minimum d'allusion à la vérité, et qu'il y ait une commission qui sache dispenser ce sigle qui serait ensuite utilisé par tous les producteurs de contenu. Je vous remercie. Écoutez, très rapidement la première question, vous voyez juste, c'est vrai que vous savez, moi je serai élu, c'est clair, parce que le 16e arrondissement, le jour où le 16e arrondissement passera à gauche, on n'aura plus qu'à partir ailleurs, hein, je vous le dis. Donc, mais c'est Paris. Car en réalité, une mairie d'arrondissement, ça n'a pas beaucoup de pouvoir par rapport à la mairie de Paris. Ni financièrement, ni juridiquement. Je dirais même que moi j'ai passé 6 ans épouvantables à lutter contre le sectarisme socialo-communiste qui s'acharnait sur le 16e. Si nous perdons, nous sommes au bout du rouleau. J'ai fait toutes les procédures possibles et imaginables, et je dois dire que je les ai bien enquiquinés. Mais nous sommes au bout. Là, on n'y arrive plus. Là. C'est-à-dire que s'ils arrivent à avoir la majorité, en particulier avec l'adjoint qu'ils ont désigné, qui est un adjoint communiste, nous aurons, s'il est élu, notre adjoint au logement sera communiste. Et je peux vous dire, pas n'importe quel communiste. Hein. Mais si nous perdons, bien sûr, l'attaque va venir sur l'ouest. Ils ont déjà verrouillé le nord et l'est de Paris. Je vois bien comment ça se passe. Aujourd'hui, c'est l'ouest qui les intéresse. Et l'affaire le 5e, on va passer le 5e. On gagnera dans le 5e, vous verrez. Je vous le dirai. Mais regardez, ce qui s'est passé sur l'avenue Foch. Je croyais que c'était une plaisanterie. C'est pas une plaisanterie. C'est leur idée. Leur idée, c'est en réalité de changer
la sociologie électorale de l'Ouest parisien pour tenir tout Paris. Et alors, au-delà, ils ont voté une espèce d'institution incroyable qui s'appelle la métropole. La métropole parisienne, c'est que, comme la majorité parisienne tient à peu près la métropole, ça permet d'englober dans les politiques sociales de la métropole les Hauts-de-Seine, les Yvelines, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis surtout, car la Seine-Saint-Denis est endettée jusqu'au cou. Et donc l'objet c'est quoi? C'est de faire payer l'ouest de l'Île-de-France, les Hauts-de-Seine et nous, pour rattraper la Seine-Saint-Denis. Donc en réalité, c'est un processus qui s'étend au-delà de l'ouest parisien. C'est tout l'ouest parisien. Et en réalité, vous savez, soyons clairs, ces gens du Parti Socialiste qui sont des nouveaux élus, qui n'ont pas de métier, qui ont été formés dans les sections du Parti Socialiste et qui sont des petits conseillers venus là et qui savent très bien que s'ils perdent le pouvoir, ils sont à la rue. Parce que maintenant, ça devient un défaut d'avoir un métier quand on est député. C'est clair. Il faut surtout ne pas avoir de métier. Il faut faire de la politique tout le temps. Vieille idée marxiste. Ce sont des gens épouvantables, d'un sectarisme épouvantable, et qui en plus sont d'une vertu très aléatoire. Le Guen, condamné sur l'affaire de l'Abnef, pour emploi fictif. M. Rosenblatt, qui a fait le projet président de l'UNEF, condamné dans l'affaire de l'Abnef. M. Cambadélis, député, condamné 2 fois dans l'affaire de l'Abnef. Et juteux quand même, hein, 400 000 mètres carrés de logements sociaux, salaire de rien, mais pour le marché, pour l'architecte qui prend le marché, il y a du gras, car ce sont des vertueux pour les autres. Hein? Donc je rejoins tout ce que tu dis, c'est très 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 dangereux. Et je me tue à expliquer aux Parisiens que là, faut pas jouer. Faut pas jouer. Là, on risque très gros. À Paris, s'il avait fallu un candidat de droite, j'étais le candidat absolu. Car maire du 16e arrondissement, la plus grosse section de France de l'UMP, 5000 adhérents, je pouvais devenir candidat. Je ne l'ai pas voulu. Je ne l'ai pas voulu pour une raison très simple, c'est que Paris n'est pas et n'est plus une ville de droite. Et que par conséquent, il faut jouer au 2e degré sur un phénomène qui est en train d'ailleurs de naître, qui est le phénomène de l'abstention à gauche. Vous savez, des villes comme Paris, on ne les gagne pas. Ce sont les autres qui les perdent. En 2001, nous avons perdu Paris alors qu'on était majoritaire. Mais ça ne s'est pas, il y a eu de l'abstention et la gauche a gagné. J'espère, notamment dans les quartiers les plus populaires déçus par la politique de François Hollande, j'espère que Nathalie Kosciusko-Morizet sera davantage acceptée que n'aurait pu être un leader de droite, qui par conséquent aurait suscité très facilement de la part de l'équipe en place une action qui soit une action dure. Mais, ne vous inquiétez pas, si les choses continuent comme elles sont, parce que je suis quand même très étonné du fait que la gauche perd partout, mais que les sondages visiblement donnent à la majorité en place encore des chances de garder Paris. Ce qui veut dire qu'on a probablement eu tort de ne pas durcir le débat. Il nous reste plus d'1 mois, on durcira le débat. Ne vous inquiétez pas de ma part, il est tout dur tout de suite. Alors donc là-dessus, on voit se multiplier les images télévisées qui donnent d'Israël la version cataclysmique que l'on imagine, sauf quand on a été en Israël, et tout ça sans commentaire derrière. Ben c'est surtout que c'est la porte ouverte au négationnisme absolu. Mais alors malheureusement, bien sûr je déposerai la proposition de loi, ne t'inquiète pas, c'est évident. Cela étant, tu verras mardi, dans les propositions du gouvernement, il y a un petit passage sur l'histoire, à frémir. Figurez-vous, mes chers amis, qu'il ne faut pas que l'histoire soit normative dans l'avenir. C'est-à-dire, il ne faut pas trop vanter la France. Parce que, désormais, la France est plurielle. Et par conséquent, il faut montrer. Je n'invente pas, vous le direz mardi. Il faut donc que désormais, dans les programmes, on mette davantage en valeur la vertu des migrations organisées ou volontaires, de montrer que la colonisation n'a pas eu que des bénéfices,
il ne faut pas hésiter à remettre en cause, en réalité, notre histoire normative. Je ne sais pas ce que c'est que l'histoire non normative, d'ailleurs, mais enfin, bref, c'est autre chose. Parce que nous sommes désormais une civilisation plurielle. Et c'est ça, vous allez voir mardi, c'est terrifiant ce que c'est. Vous savez, quand vous regardez le nombre d'experts qui ont été consultés, vous avez froid dans le dos. Hein. Mais vous verrez, le débat va venir. Bien entendu, je déposerai cette proposition de loi avec tous les députés UMP du centre. Et malheureusement, il y en aura très peu à gauche, parce qu'on n'a plus littéralement de type à gauche qui sont comme ils étaient il y a 20 ans, c'est-à-dire bon, sous l'aspect socialiste. Il faut dire que le socialisme a pris un coup de vieux terrible. Le socialisme n'est plus une doctrine de la mondialisation. Le socialisme est hexagonal, le socialisme passe par l'État, l'État passe par l'hexagone. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer l'État, je ne fais pas dans l'ultralibéralisme, mais ça veut dire que dans la mondialisation, il faut être souple. Il faut ouvrir les frontières. Montebourg, il est gentil avec ses usines. Mais franchement, si on ne baisse pas les impôts, pourquoi voulez-vous que les entreprises se créent en France si vous ne baissez pas les impôts? Alors vous pouvez donner toutes les subventions que vous voulez. On a même inventé la notion de contrepartie. C'est-à-dire on va aider les entreprises à condition qu'ils fassent de l'emploi. Comme si la logique de l'entreprise, c'était de supprimer des emplois, alors que quand vous avez la possibilité d'avoir des marchés, vous faites de l'emploi, c'est naturel. Ça montre tout le fossé intellectuel qui règne dans ce pays entre la réalité mondiale et ce que nous sommes. Je te promets, je ferai la proposition. Merci beaucoup. Voilà.